Amara, une étudiante de 15 ans, savait que les apparences étaient parfois tout ce que le monde voyait d'une personne. Fille de M. Toussaint, directeur d'une école privée réputée pour son excellence académique et ses élèves issus des meilleures familles, elle avait appris dès son plus jeune âge à se fondre dans la foule, à ne pas attirer l'attention. Ses yeux marrons, à la fois profonds et curieux, dissimulaient une vive intelligence qu'elle s'efforçait de garder discrète. Son sourire timide était une manière d'apaiser les regards curieux, tandis que sa coiffure parfaitement coiffée, toujours dans les règles de l'élégance académique, lui faisait de ne jamais trop sortir de l'ombre. Dans les couloirs de l'école, Amara avait appris à observer, à comprendre les dynamiques sociales qui se jouaient autour d'elle. Son regard s'attardait parfois sur les groupes d'étudiants privilégiés, dont les rires résonnaient comme les carillons d'un monde auquel elle n'appartenait pas tout à fait. La distance qui la séparait de ses camarades était palpable, mais elle n'y prêtait pas beaucoup d'attention. Après tout, elle savait que son chemin serait tracé par l'excellence académique, et que cela seul pourrait ouvrir des portes qui lui étaient refusées en raison de son origine sociale. Amara était une étudiante modèle. Passionnée d'histoire et de littérature, elle s'illustre rapidement dans ces matières. Elle était fascinée par les récits de lutte, de révolte et de résistance qui ont traversé l'histoire du monde. Ce qui l'a surtout attirée, c'est la manière dont les voix marginalisées, souvent ignorées ou effacées, parviennent à émerger, à se faire entendre malgré la violence et l'oppression. Cela lui a donné une force intérieure, une envie de prouver que ses origines ne la définissaient pas, que son intelligence et sa passion étaient les véritables armes dont elle disposait. Mais à l'école, tout n'était pas si simple. Certains de ses camarades de classe parvenaient à peine à cacher leur mépris, à dissimuler les regards condescendants qu'ils lui lançaient, comme si, en raison de ses origines, elle ne méritait pas d'être ici, parmi eux, dans ce sanctuaire de l'élite académique. Pour eux, Amara n'était qu'une exception qui ne faisait que confirmer la règle. Les gens comme elle n'étaient pas faits pour briller dans des endroits comme celui-ci. Amara s'est souvent sentie seule face à cette barrière invisible, mais elle a persisté, convaincue que ses résultats seraient la meilleure réponse à ceux qui doutaient de sa place ici. Cependant, il y avait une personne qui, malgré tout, ne la méprisait pas en silence. Madame Lemoine. Cette femme, qui portait fièrement son titre de professeur de français et d'histoire, était une figure redoutée de l'école. Son regard aiguisé, sa voix autoritaire et son besoin constant de contrôle en faisaient une personne qui semblait au-dessus des autres, non seulement par son statut d'éducatrice, mais aussi par la manière dont elle imposait sa conception de la culture et de l'intellect. Madame Lemoine se croyait sans doute une sorte de gardienne de la pureté académique, et à ses yeux, Amara était une intruse dans cet univers élitiste. Amara avait vite remarqué la froideur de Madame Lemoine à son égard. Ce n'était pas ouvertement hostile, pas au début. Mais les propos durs, les insinuations, les petites piques étaient devenus de plus en plus fréquents. Amara savait qu'elle était perçue différemment des autres étudiants, mais ce que faisait Madame Lemoine était plus que de la simple désapprobation. Elle l'a tolérée, mais ne l'a jamais pleinement acceptée. Elle l'a poussée à se justifier, à prouver qu'elle avait sa place ici, en utilisant des critères qui n'avaient rien à voir avec ses compétences ou son travail. Un jour, alors qu'Amara lui avait remis un exemplaire parfait pour un devoir sur l'histoire du mouvement des droits civiques aux États-Unis, Madame Lemoine a fait le commentaire qu'elle était tombée comme une pierre dans l'eau, troublant le calme apparent de la classe. D'un ton sec et condescendant, elle dit « Tu as vraiment de la chance d'avoir d'aussi bons résultats, Amara. Mais vous n'êtes pas comme les autres élèves de cette école. Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendons ici. Vous feriez bien de vous rappeler d'où vous venez. » Le silence qui suivit fut pesant. Les autres étudiants détournèrent rapidement le regard, certains mal à l'aise, d'autres curieux, mais aucun ne protesta. Amara sentit ses joues rougir, une chaleur cuisante emplissant son visage. Elle aurait voulu répondre, se défendre, mais elle n'en avait pas la force. La douleur d'être jugée sur la couleur de sa peau, de se voir dévalorisée non pas pour sa performance, mais pour ce que l'on représentait, était trop violente. Elle baissa la tête, faisant de son mieux pour cacher l'éclat des larmes qui menaçaient d'éclater dans ses yeux. Les semaines qui ont suivi n'ont fait qu'empirer. Madame Lemoine, sentant sans doute avoir pris le contrôle d'Amara, ne s'en priva pas. Lors d'une séance de tutorat, elle a comparé Amara à ses camarades de classe, la qualifiant de « trop calme » et de « trop timide », comme si sa présence n'était qu'une sorte de malentendu. Elle l'a même accusé d'être trop brillant pour sa propre culture, insinuant que sa réussite scolaire était une anomalie, quelque chose qu'elle devrait chercher à justifier, au lieu d'accepter comme une évidence. Amara savait qu'elle ne pouvait pas se défendre. Les étudiants autour d'elle la regardaient en silence,
beaucoup d'entre eux comprenant qu'il y avait une forme d'injustice dans ce traitement, mais aucun ne voulait prendre le risque de s'opposer à Madame Lemoine. Elle était une figure trop puissante pour être contestée. Ainsi, Amara, bien que forte dans ses résultats, se sentait de plus en plus seule et invisible. Puis est arrivé le jour où tout a explosé. Lors d'une de ses présentations, un sujet qu'elle avait choisi sur les révoltes noires en Amérique, Amara s'attendait à ce que la classe soit impressionnée par sa connaissance approfondie du sujet. Elle en avait étudié tous les aspects, depuis les révoltes d'esclaves jusqu'à la lutte pour les droits civiques. Mais Madame Lemoine, qui l'écoutait d'un air détaché, se releva tout à coup avec un sourire dédaigneux et dit « C'est une histoire de rébellion, hein? Une véritable histoire de contestation. J'aurais préféré que vous vous intéressiez davantage à des auteurs qui reflètent une véritable culture académique. Mais bon, ce n'est pas surprenant, venant de quelqu'un qui semble plus attaché à l'histoire des opprimés qu'à l'histoire des élites. » Les rires nerveux des autres étudiants résonnaient dans la salle. Le son, comme un écho froid, résonna dans l'esprit d'Amara. Elle sentit une chaleur oppressante envahir son visage. Ses joues, habituellement cachées par sa timidité, brûlaient d'humiliation. Les murmures s'intensifiaient autour d'elle, amplifiant son sentiment d'inutilité. Son cœur battait plus vite, mais elle s'efforçait de rester calme, pour ne pas laisser l'amertume bouillonner en elle. Elle baissa la tête, fixant ses mains sur le bureau, comme pour se protéger de cette vague d'indifférence qui l'envahissait. C'était comme si la pièce, en un instant, était devenue une scène où elle n'était plus qu'un personnage invisible, spectatrice de son propre rejet. Elle était envahie par un étrange sentiment de déconnexion. Ce jour-là, plus que jamais, elle se sentait étrangère dans ce lieu qu'elle avait toujours appelé l'école. Un lieu censé être un refuge de savoir et d'épanouissement s'était transformé en une arène où elle était constamment jugée pour son appartenance, pour son identité. Quand Tamara est rentrée chez elle, elle n'a pas dit un mot à ses parents. Ses pieds traînaient sur le sol et ses pensées étaient lourdes. Chaque mouvement semblait plus mécanique que le précédent. Silencieusement, elle se glissa dans sa chambre, se jeta sur son lit et enfouit son visage dans l'oreiller. Là, seule dans l'obscurité, elle laissa échapper des larmes, sans un mot, sans un cri. Sa douleur était intime, trop grande pour être partagée. Ce n'était pas seulement l'humiliation qu'elle venait de vivre qui la consumait, mais ce sentiment d'être rejetée pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas changer. Ce qu'Amara ne savait pas, c'est que son silence allait bientôt devenir le catalyseur d'un changement inattendu. Son père, Monsieur Toussaint, avait une vive intuition. Homme d'une grande sagesse et très observateur, il avait remarqué ces derniers jours un changement subtil dans le comportement de sa fille. Ses yeux, habituellement pétillants d'énergie et de curiosité, étaient devenus ternes. Ses sourires, moins fréquents, devenaient plus forcés. Le matin, elle n'était plus pressée d'aller à l'école, elle y est allée par obligation, sans la passion qui l'avait toujours animée. Monsieur Toussaint, inquiet, a décidé de ne pas laisser passer ce malaise. Un soir, après le dîner, alors qu'Amara semblait plus distante que jamais, il la regarda profondément dans les yeux. « Amara, tu sais que tu peux tout me dire, non ?» demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. Amara n'eut pas le courage de répondre immédiatement. Elle baissa les yeux en se tordant les mains. Puis, au bout d'un moment, la vérité a éclaté, comme une vague déferlante qu'on ne pouvait plus contenir. « Maman, papa, voici Madame Lemoine. » Sa voix tremblait. « Elle me déteste. Elle me donne l'impression de ne pas avoir ma place. Elle me rabaisse tous les jours, elle dit des choses cruelles, des choses qui n'ont rien à voir avec mes résultats. » Les paroles d'Amara étaient remplies de douleur et d'injustice, comme un cri silencieux. Monsieur Toussaint, l'air choqué, se releva brusquement, les poings serrés. Sa dignité et son respect pour sa fille étaient mis à l'épreuve, et il ne pouvait laisser cet affront rester sans réponse. « Tu as raison, ma fille, ce n'est pas acceptable. Et ce que vous subissez ne peut rester sans conséquence. Ce n'est pas seulement un problème pour vous, c'est un problème pour tout ce que nous représentons. » Il inspira profondément, son regard devenant plus intense. « Je vais m'en occuper et cette situation va changer. » Le lendemain, Monsieur Toussaint demande une rencontre urgente avec Madame Lemoine. Il se dirigea vers la salle des professeurs, le pas déterminé, le regard ferme. Lorsqu'il entra dans le bureau de Madame Lemoine, il la trouva, comme toujours, assise derrière son bureau, avec son air supérieur et son sourire condescendant. Mais cette fois, il n'allait pas être impressionné. « Madame Lemoine, je viens d'apprendre votre comportement envers ma fille,
Et croyez-moi, vous avez dépassé les limites. Ce genre de comportement raciste et méprisant n'a pas sa place dans mon établissement. » Sa voix ne tremblait pas. Il avait le contrôle de la situation, et il n'était pas prêt d'y renoncer. « Vous en supporterez les conséquences. » Madame Lemoine a tenté de nier, de minimiser, mais Monsieur Toussaint était prêt. Il avait déjà recueilli les témoignages des camarades de classe d'Amara, des étudiants qui ont courageusement osé s'exprimer. Par ailleurs, il avait demandé à l'assistante sociale de l'école de mener une enquête discrète sur le climat raciste dans certaines classes. Les résultats ont été écrasants. La vérité ne pouvait plus être ignorée. Madame Lemoine ne pouvait plus se cacher derrière ses airs d'autorité. Lorsque la nouvelle s'est répandue dans l'école, l'effet a été immédiat. Certains étudiants, inspirés par le courage de M. Toussaint et d'Amara, ont commencé à dénoncer discrètement les abus de Madame Lemoine. D'autres, beaucoup plus courageux, ont pris publiquement position et se sont ralliés à la cause. Lors d'une réunion du conseil d'administration, M. Toussaint a présenté un dossier solide, appuyé par des témoignages et des preuves tangibles, dénonçant la discrimination systématique perpétrée par Madame Lemoine. L'enseignante, d'abord arrogante et sûre de son pouvoir, se retrouve dans une position de faiblesse totale. Elle a été suspendue pour une durée indéterminée et une procédure disciplinaire a été lancée à son encontre. Les parents des élèves concernés, dont M. Toussaint, se sont montrés solidaires, déterminés à faire face à l'injustice. Amara, bien qu'ayant souffert dans son âme, a trouvé en elle un courage insoupçonné. Elle n'était plus seulement une brillante étudiante de l'ombre, elle était devenue un symbole de résistance. Sa voix, autrefois muette et étouffée, avait résonné contre l'injustice. Elle était devenue la porte-parole de ceux qui n'avaient pas le courage de parler, un phare dans l'obscurité. L'école, suite à l'incident, a décidé d'introduire une formation obligatoire sur la diversité, l'égalité et la lutte contre les discriminations pour tous les membres du personnel. Quant à Amara, même si elle avait retrouvé sa place parmi les meilleurs élèves, cette fois, elle se tenait plus droite, plus forte, plus confiante. Elle savait que son combat pour la dignité et la reconnaissance n'était pas terminé, mais elle disposait désormais des outils pour le mener.